ce matin à la haie du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-leader des jeunes patriotes Charles Blé Goudé. On ira ce soir à Ngata Dolikro, un village de la sous-préfecture de Thiébissou. Nous y verrons le quotidien des bronziers, un métier qui consiste à fondre le bronze afin de fabriquer des objets pour l'ameublement et la décoration. Le virus Zika se propage de façon explosive en Amérique latine. Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé s'est réuni à huis clos. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Reprise donc ce matin à la Cour pénale internationale du procès de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-leader des jeunes patriotes Charles Blé Goudé. Ils comparaissent pour crimes contre l'humanité, meurtre, viol, actes inhumains et persécutions survenus lors de la crise ivoirienne de décembre 2010 à avril 2011. Ce matin, la parole était à la défense. Maître Emmanuel Altid qui rejette en bloc les accusations portées contre l'ex-président ivoirien. Pour rappel, à l'ouverture du procès jeudi dernier, les prévenus ont plaidé non coupables. La suite du procès demain mardi avec le discours de la défense de Charles Blé Goudé. Sur place, ici, en Côte d'Ivoire, un autre procès se poursuit, celui des présumés assassins du général Robert Guéhi. Le général Guéhi avait assuré la transition en décembre 1999. Le général ainsi que sa famille et ses proches ont été tués et les faits remontent au 19 septembre 2002. On part à présent Ngata Dolikro, un village de la sous-préfecture de Thiébissou. 90% des jeunes de ce village sont bronziers, un métier qui consiste à fondre le bronze afin de fabriquer notamment des objets pour l'ameublement et la décoration. Difficiles conditions de travail pour ces artisans en raison notamment de la hausse du prix de la matière première et le manque de salles d'exposition. Soro Corona et Charles Tatou. Le travail du bronze, alliage de cuivre et d'étrin à forte proportion de cuivre, reste artisanal en Côte d'Ivoire. Le village de Ngata Dolikro, dans le département de Thiébissou, reste le berceau des bronziers ivoiriens. Dans cette localité, le travail du bronze est un vieil héritage. C'est un don créé par le père fondateur Nana Ngata Dolo. Donc nous autres petits-fils, arrière-petits-fils, nous suivons toujours les traces de nos aïeux. Un héritage soigneusement conservé et transmis de père en fils. Kofi Bertin, bronzier depuis 20 ans. Je partais à l'école, en classe de CE1, j'ai perdu mon papa. Arrivé un moment où j'ai besoin d'argent, j'ai trouvé que mes frères, mes amis, ils sont tous dans la bijouterie. Donc j'ai décidé de m'investir aussi dedans. Le bronze et la scie d'abeille, matière première de ces artisans, subissent 8 étapes avant d'obtenir les objets d'art, les bijoux et les parures des chefs traditionnels. De la fonte de la cire à la coulée du bronze, en passant par la confection des designs et la décoration, tout se fait à la main. Ce métier fait vivre plus de 300 jeunes à Ngata Dolikro. Quand on dit basse-côte là, les jeunes de Ngata Dolikro ne sont pas dedans parce qu'eux ils sont tous des bijoutiers. Souvent, je peux faire une vente de 1,5 million, souvent de 2 millions. Cependant, plusieurs difficultés obligent certains artisans à abandonner le travail du bronze au profit de l'agriculture. Au niveau du bronze, au niveau de scie, tout est devenu cher et les clients payent moins cher. À cause de ça, les frères, ils ont quitté le métier. Il y a d'autres qui font jardin, il y a d'autres qui font manioc. Nous avons besoin d'un centre artisanal pour regrouper tout le monde. Les touristes, les blancs, tous ceux qui vont venir à Ngata Dolikro pour payer. Outre le manque de salles d'exposition, la hausse des prix des matières premières et de financement. Les bronziers de Ngata Dolikro sont confrontés à une question d'organisation. Ce qui leur fait perdre de nombreuses opportunités quand on sait que des ONG et des ambassades des États-Unis et de l'Espagne y ont effectué des visites de travail qui n'ont plus connu de suite. On reparle ce soir de la journée mondiale de lutte contre la lèpre. C'était hier. Plus de 200 000 nouveaux cas dépistés dans le monde, dont plus de 20 000 en Afrique. Gros plan ce soir sur le quotidien des malades guéris de la lèpre. Notre reporter Koné Pargasoro les a retrouvés non loin d'Adzopé, précisément au village du Kens Crémone.
Dukens-Crémone, un village bien particulier. Situé à environ 10 km de la ville d'Azopé, c'est le village des malades guéris de la lèpre. Il a été fondé en 1966 par le père Duquesne et les amis des lépreux de Cremona, une ville de l'Italie. Nos parents malades de la lèpre étaient installés d'abord en 1941 à Azopé. Et vu que la maladie était mal vue par la population, donc les religieuses Notre-Dame des Apôtres ont négocié pour repousser la léproserie à 12 km de la ville. C'est ainsi que nos parents sont descendus ici au village. Parmi ces malades guéris de la lèpre, Karim Sawadogo, interné en 1987 à l'Institut Raoul Foloro, centre d'Azopé, Karim, après sa guérison en 2013, vit dans ce village. Amputé du pied droit, il se déplace à l'aide d'une prothèse. Et pour subvenir à ses besoins, Karim utilise son génie en peinture, un métier appris auprès des religieuses de l'Institut Raoul Foloro pendant son hospitalisation. Ici, c'est un peu compliqué, c'est difficile. Chacun essaie de jongler, ceux qui peuvent aller au champ. Nous qui avons appris les petits métiers aussi, on essaie de faire ce qu'on peut pour pouvoir s'en sortir. À cette même je peux faire beaucoup de choses que personne, les gens valides même ne peuvent pas. Aujourd'hui, Karim souhaite agrandir ses activités. Il attend de l'aide de bonne volonté. Je souhaite qu'on m'aide seulement à avoir seulement que le matériel. Puis même si c'est un petit local aussi, qui peut pour m'installer. En attendant, il se contente du soutien de son ami Raoul, un plombier. Ce n'est pas une maladie contagieuse, ça peut arriver à tout le monde, donc ce n'est pas pour ça qu'on doit les abandonner. Contrairement à Karim, qui vit de la confection de ses tableaux et la fabrication de ses objets de piété, Ouattara, non-voyant, guéri de la lèpre, vit de dons. Grâce à les chefs, là, nous on mange. Qui brouille un peu pour nous. On essaie là, un peu de dons. Eugène habite ce village depuis 1970. Il vit avec son épouse et ses enfants. Cet ancien malade de la lèpre et chevalier de l'ordre de la santé publique décoré en 1993 appelle à l'aide pour son insertion sociale. Pas de plantation, il n'y a pas de ressources pour revenir. Il faudrait que quelqu'un ou l'État vienne à mon aide. À Dukens-Crémone vivent également des personnes bien portantes. La coexistence avec les malades ne pose pas problème, mais tous, malades ou non, sont confrontés à des difficultés. Surtout au niveau du château d'eau, un certain problème que nous avons. Souvent, nous instituons des cotisations avec ceux qui se portent bien. Et puis c'est avec ça que nous arrivons à dépanner le château d'eau. Nous souhaitons que cette voie-là qui mène d'Azopé à l'Institut Raoul Foloro soit bitumée. Au village de Dukens-Crémone vivent plus de 2000 âmes. Malades guéris de la lèpre et personnes bien portantes souhaitent une solution rapide à leurs problèmes pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le virus Zika se propage de façon explosive en Amérique latine. L'épidémie est soupçonnée de causer des malformations congénitales. 3 à 4 millions de cas sont attendus en 2016. Le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé s'est réuni aujourd'hui à huis clos. Objectif déterminer si l'épidémie constitue une urgence de santé publique de portée mondiale. Sur place en Amérique latine, les pays, notamment le Brésil, tentent de lutter contre le moustique, vecteur de la maladie. Les campagnes de prévention, comme ici au Pérou, se multiplient sur le continent. Tous les pays d'Amérique latine sont aujourd'hui concernés par la propagation du virus Zika. À Caracas, Bogota ou encore Buenos Aires, les autorités organisent des opérations pour asperger les quartiers et lutter contre le moustique vecteur de la maladie. Les premiers cas de Zika sont apparus ici, à Camaçari, dans le nord-est du Brésil, il y a un an. Ça a commencé par des démangeaisons et après j'ai eu des boutons, et puis de la fièvre, des maux de tête, des douleurs dans le corps et de fortes douleurs dans les articulations, y compris les genoux et les coudes. Depuis, un nom a été mis sur ces symptômes et plus d'1,5 million de Brésiliens ont contracté ce virus pour lequel il n'existe aucun vaccin. La Colombie est le deuxième pays le plus touché par l'épidémie, avec plus de 20 000 cas recensés, dont 2 000 seraient des femmes enceintes. Et c'est bien là la principale source d'inquiétude, car le virus est suspecté, quand il touche une femme enceinte, de provoquer des malformations congénitales graves, des microcéphalies. Les gouvernements de plusieurs pays latino-américains ont ainsi recommandé aux femmes de ne pas tomber enceintes pour le moment. La maman du petit Pietro a appris à la naissance de son fils qu'il avait un cerveau atrophié. Pour elle, les autorités n'ont pas réagi à temps. On ne connaissait pas la maladie et ça nous a frappé fort.
Et il a fallu que tout ça arrive pour que le gouvernement prenne des décisions, comme par exemple faire attention, utiliser de l'anti-moustique, etc. Mais si j'avais su avant, j'aurais pris mes précautions. Si on nous avait dit avant, jamais tout ça ne serait arrivé, je pense qu'il y a eu une erreur de commise. La présidente Dilma Rousseff a assuré que le Brésil gagnerait cette guerre contre Zika. 200 000 militaires vont être mobilisés, principalement pour informer la population sur les moyens d'éradiquer les moustiques. Mais l'inquiétude grandit à Rio, à l'approche du carnaval et à 6 mois des Jeux Olympiques. La préoccupation est très grande dans tout Rio parce que c'est une ville de grands événements. Ici, il va y avoir une concentration de personnes des 4 coins du monde et de tout le Brésil, ce qui facilite l'introduction du virus. Et avec le vecteur de la maladie qui circule, vous pouvez avoir le début d'une épidémie. C'est exactement ce que craint l'Organisation mondiale de la santé, une propagation du virus au niveau international. C'est pour cela que l'OMS a convoqué ce lundi une réunion d'urgence. 3 à 4 millions de cas sont attendus sur le continent américain cette année et les premiers cas viennent d'apparaître en Europe. En bref, en Birmanie, largement victorieux aux élections législatives de novembre dernier, les députés de la Ligue nationale pour la démocratie ont siégé pour la première fois ce lundi. Début avril, ils désigneront le nouveau président du pays. Leur leader, Aung San Suu Kyi, ne peut y prétendre. La constitution birmane interdit la fonction suprême à ceux qui ont des parents étrangers. Ses 2 fils sont britanniques. En Thaïlande, on va s'intéresser à ces poupées dites magiques. Des poupées très réalistes, supposées porter chance. On les emmène au restaurant, dans l'avion ou chez le coiffeur, mais l'engouement des Thaïlandais n'est pas total. Certains parlent de dérive. Elles sont partout, dans le salon de Manning. Ces poupées appelées Luktep, ou enfants des anges en Thaï, font fureur en Thaïlande. Et selon leur propriétaire, elles renfermeraient l'esprit de vrais enfants. C'est devenu populaire récemment parce que les gens peuvent habiller les poupées et en prendre soin comme leurs propres enfants. Certaines personnes sont stressées à cause de l'économie, de la politique, de leur emploi et de leurs finances. Alors ils ont envie de s'accrocher à quelque chose. La frénésie a commencé il y a un peu plus d'1 an quand des célébrités locales leur ont attribué leur succès. Même si 90% des Thaïlandais sont bouddhistes, traditions hindouistes et animistes sont souvent entremêlées. Natsuda, elle, dit avoir gagné à la loterie après avoir acheté la sienne. Depuis, elle ne la quitte jamais et l'emmène même prier. Je crois à 80-100% qu'elle est en vie, parce que je l'aime et je suis très attachée à elle. Depuis que je l'ai, on n'a jamais été séparés. On dort ensemble, on regarde la télé et on passe tout notre temps ensemble. Mais cette mode n'est pas du goût de tout le monde. Récemment, la police a mis un frein. Plus d'une centaine de poupées ont été confisquées à des vendeurs soupçonnés de fraude. Depuis que les poupées Luktep sont devenues très populaires, l'unité de répression de la criminalité économique a détaché des policiers à la vérification des poupées. D'après une récente étude, 2 tiers des Thaïlandais voient ces poupées comme quelque chose de positif, si cela peut les aider à rompre la solitude. La compagnie a toutefois un prix. Certains modèles peuvent coûter jusqu'à $600. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.